Merci Thomas, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent sur cette visio. Alors, c'était une volonté de la commission d'arbitrage que d'informer les clubs et puis ces populations d'arbitres en plus des formations et des informations qui ont été données sur le recyclage de début de saison. Donc, autour de la nouvelle règle de l'engagement qui, par décision du bureau directeur Ligue, s'applique désormais sur tous les niveaux de jeu et toutes les compétitions territoriales à partir du moment où la salle possède donc soit un rond central de 4 mètres type fédé et demande du code d'arbitrage, soit un cercle de basket à 3,60 m de diamètre, soit éventuellement pour les clubs qui se sentent des âmes de mathématiciens en herbe, d'un cercle qui soit tracé dans la logique des 4 mètres de diamètre. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui interviennent sur cette nouvelle règle de l'engagement et c'est des informations qui doivent arriver gentiment mais sûrement auprès de tout le monde, auprès des populations d'arbitres qui vont avoir à le gérer, mais aussi et surtout auprès des joueuses et des joueurs de toutes les catégories d'âge. L'objectif étant qu'ils puissent maîtriser cette nouvelle possibilité d'accélération du jeu et que progressivement, bah, au cours de cette saison et des saisons qui viennent, les salles devront logiquement à un moment donné réussir à s'équiper. Alors, avec toutes les difficultés que ça suppose naturellement, hein, réussir à gérer cette possibilité de jeu et gérer cette possibilité donc de changement par rapport à l'engagement qu'on a toujours connu. Ça, c'était le premier point. Donc, on voulait revenir sur cet élément, donc cette grosse nouveauté qui intervient au niveau territorial, et puis revenir également sur une règle de jeu qui a été mise en place l'an dernier, c'est la règle du tir dans la figure du gardien. Euh, Casser et tordre le cou à certaines idées qui ont un peu la vigueur depuis qu'elle a été publiée et qui entraînent des difficultés sur le terrain, des incompréhensions de la part du public, des joueurs, des joueuses, des officiels et des arbitres également. Donc, vous reclarifiez les choses sur ce qui est autorisé, interdit et sur la façon dont des sanctions peuvent être posées le cas échéant sur les tirs au visage des gardiens de but. Voilà, donc avec tout ça, ça nous fait un bon petit programme. Et puis je ferai une parenthèse sur autre chose en lien avec le tir-tête du gardien, sur une information d'ordre général qu'on va diffuser au club relativement rapidement par rapport au port des lunettes de vue, parce qu'on commence à avoir des difficultés sur les terrains autour de tout ça. Et il y a sans doute des aménagements qui vont avoir lieu et un rappel des règles en liaison avec tout ça. Voilà, mais ça interviendra juste après. Pour le reste, Thomas va vous expliquer le fonctionnement global de cette visio, où on fera très clairement deux temps, hein, le temps nouvelle règle de l'engagement et le temps tire-tête. Pierre et Thomas vous apporteront leur expertise en tant qu'arbitre sur le plus haut niveau, puisqu'ils ont l'habitude de ces règles-là et ils la manipulent de façon poussée depuis maintenant 1 an et demi. Et puis, moi, j'interviendrai le cas échéant si j'ai d'autres choses à apporter. Voilà, merci à tous et toutes et bonne visio. Donc, rapidement, le programme de ce soir. Comme présenté par Patrice, hein, deux points, deux objectifs, revoir tout ce qui concerne la zone d'engagement et les tirs dans la tête du gardien de but. Donc, on est parti tout de suite sur la première thématique, hein, une petite demi-heure maximum sur cette règle de la zone d'engagement, d'accord? Donc, même si Patrice nous l'a rappelé en début de visio, il est important de refaire un point sur les obligations au niveau national et au niveau territorial. Donc, vous voyez déjà sur votre gauche, sur la gauche de l'écran, qu'un calendrier a été mis en place par la fédération concernant l'obligation de l'utilisation de la zone d'engagement pour les championnats nationaux. Donc la fédération laisse du temps aux clubs, et notamment aux clubs qui ont des équipes au niveau national, de se mettre en conformité avec cette règle. Donc, secteur professionnel et la poule de nationale masculine, la poule numéro 1 dès la saison 23-24, NFI, NAM 24-25 et toutes les autres divisions nationales 2025-2026. Au niveau territorial, c'est-à-dire au niveau de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Comme l'a dit Patrice, la décision du bureau directeur en date du 10 juillet 2023 nous a précisé les éléments suivants. Si nous sommes en présence d'une zone d'engagement, comme on l'entend, donc c'est-à-dire diamètre de 4 mètres, on applique la nouvelle règle. Si on a l'absence d'une zone d'engagement, mais qu'on a un rond de basket
qui est centré sur l'aire de jeu, alors on utilise ce rond du basket comme si c'était le rond central officiel au handball. Si on n'a ni rond central officiel au handball, ni rond central du basket centré sur l'aire de jeu, on utilise la règle sur la ligne médiane. J'insiste bien sur le fait du rond central de basket qui doit être centré sur l'aire de jeu du handball, parce qu'on peut avoir quelques terrains où on a bien un rond central de basket, pas de souci, mais il est plus proche d'un but que de l'autre. Donc, veillez à faire attention à ça, s'il vous plaît. Donc, la zone d'engagement, c'est pas compliqué, c'est un rond central de 4 mètres de diamètre. Jusqu'ici, ça devrait parler à tout le monde. Maintenant, l'objectif, c'est de répondre aux nombreux questionnements qu'on a pu entendre, que ce soit Pierre, Patrice, les arbitres de manière générale, que ce soit sur cette saison, sur ce début de saison ou la saison passée sur les niveaux professionnels. Donc, la première question qu'on nous a souvent posée, c'est quand l'arbitre doit-il siffler l'engagement? Quand est-ce que l'arbitre se dit, là, c'est le bon moment? Il y a 2 points essentiels à respecter. Le premier, c'est que le ballon doit se trouver à l'intérieur de la zone d'engagement. Donc, le ballon doit être à l'intérieur du cercle. Et le lanceur, donc la personne qui a le ballon dans les mains, doit avoir au moins un pied à l'intérieur de la zone d'engagement. On y reviendra si ça ne parle pas certains sur les vidéos, ça sera sûrement plus parlant. Et en plus de cette règle, ballon à l'intérieur du cercle, plus le lanceur doit avoir au moins un pied à l'intérieur de la zone d'engagement, tous ses coéquipiers doivent être dans leur moitié de terrain ou au maximum dans la zone d'engagement. Les coéquipiers peuvent être dans la zone d'engagement, donc c'est-à-dire peuvent être dans le rond, même si c'est dans le camp adverse. D'accord? Ils ont toute la liberté d'évoluer dans le rond de 4 mètres de diamètre. Euh, Évidemment, comme c'était déjà le cas, ni le lanceur ni les coéquipiers ne peuvent être dans la moitié de terrain adverse, donc c'est-à-dire dans le camp adverse, comme je viens de vous le préciser, sauf s'ils sont dans la zone d'engagement. D'accord? Une fois que ces conditions sont respectées, que ce soit pour le porteur de balle ou pour les coéquipiers, alors à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, l'arbitre pourra siffler. Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est la traduction de je considère que pour moi, tout est OK d'un point de vue réglementaire, je vous autorise à jouer. C'est l'arbitre qui est le garant de la bonne position des joueurs sur le terrain, que ce soit le lanceur ou les coéquipiers. On reviendra par la suite sur que faire si les joueurs sont mal positionnés. Une deuxième question qui est apparue fréquemment, qu'a le droit de faire le lanceur? Que peut faire le ou la lanceuse? D'accord? Trois points, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il doit faire absolument. On va commencer par ce qu'il peut faire. Le lanceur, contrairement aux années précédentes, aux saisons précédentes, peut effectuer l'engagement en courant. Il n'y a aucun souci, il a le droit de courir dans le cercle, c'est autorisé par le règlement. Le lanceur peut se déplacer à l'intérieur de la zone d'engagement. Il n'est pas obligé d'avoir un appui fixe sur la ligne médiane comme ça existait les saisons précédentes. Il peut se déplacer dans le cercle. D'accord? Par contre, ce qu'il n'a pas le droit de faire, il n'a pas le droit, de sauter pour effectuer l'engagement. Et une fois que l'arbitre a sifflé, il n'a pas le droit de poser un dribble. D'accord? Évidemment, une fois que l'arbitre a sifflé, le lanceur doit jouer dans les 3 secondes pour effectuer l'engagement. OK? Donc, on a vu quand est-ce que l'arbitre devait siffler. On vient de voir ce que peut faire le lanceur une fois que l'arbitre a sifflé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce que l'engagement est considéré comme effectué. Donc ici, c'est là où il y a une petite subtilité. Pour que l'engagement soit considéré comme effectué, il faut, que l'arbitre ait donné un coup de sifflet pour permettre aux joueurs de jouer l'engagement. Ça, c'est la base. Et ensuite, nous avons 2 solutions. Soit la première, le ballon a quitté la main du lanceur et a franchi la ligne de la zone d'engagement. Donc la traduction, c'est le ballon a quitté la main du lanceur, donc le porteur de balle a lancé son ballon, et le ballon a franchi la limite du cercle. D'accord? Le cercle de 4 mètres de diamètre, le ballon est allé plus loin, il est sorti du cercle. Dans ce cas-là, à partir du moment où le ballon quitte le cercle, traverse la ligne du cercle, alors dans ce cas-là, on considère que l'engagement est effectué. Deuxième solution, le ballon a quitté la main du lanceur
et a été touché ou contrôlé par un coéquipier, que le coéquipier soit dans le cercle ou à l'extérieur du cercle. Si le coéquipier est à l'extérieur du cercle, de toute façon, à partir du moment où le ballon aura franchi la ligne, l'engagement est considéré comme effectué. D'accord? Donc, toujours avec le rappel de la position des coéquipiers qui ne peuvent pas être dans la moitié de terrain adverse, sauf s'ils sont dans le cercle. D'accord? Donc, cette subtilité, elle est très importante et on le verra notamment dans les vidéos, puisque de par cette règle, on arrive de plus en plus, et Pierre tout à l'heure pourra nous donner son ressenti, sur des engagements qui sont renversés, c'est-à-dire qu'on rend le ballon à l'adversaire car l'engagement n'est pas effectué réglementairement. D'accord? Maintenant, on s'est intéressé aux lanceurs, aux conditions de l'exécution de l'engagement. Où peuvent être désormais les attaquants une fois que l'arbitre a sifflé? Une fois que l'arbitre a sifflé, il y a plusieurs choses. Le lanceur doit être dans la zone d'engagement le temps que l'engagement n'a pas été effectué. Et pour rappel, le jet est considéré comme effectué sous les deux conditions qui sont écrites. Le ballon a quitté la main du lanceur et a franchi la ligne de la zone d'engagement. Ou alors, le ballon a quitté la main du lanceur et a été touché ou contrôlé par un coéquipier, notamment à l'intérieur du cercle. Donc, où peuvent être les attaquants après le coup de sifflet de l'engagement? Le lanceur doit être dans la zone d'engagement le temps que l'engagement n'a pas été effectué. Donc, le lanceur, lui, ne peut pas sortir. L'attaquant lanceur ne peut pas sortir du rond central le temps que son engagement n'est pas considéré comme effectué. Et les coéquipiers du lanceur, quant à eux, peuvent être n'importe où sur l'aire de jeu à partir du moment où l'arbitre a sifflé. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre la position du lanceur après le coup de sifflet. Pour sortir du cercle, il faut que son engagement soit effectué. Et les coéquipiers qui, directement après le coup de sifflet de l'arbitre, peuvent se balader n'importe où sur l'aire de jeu. Donc, évidemment, on a fait la position des attaquants. Désormais, où peuvent être les défenseurs avant le coup de sifflet de l'engagement? Ici, peu de choses, peu de changements. Les défenseurs peuvent être n'importe où sur l'aire de jeu, sauf, et là c'est important, sauf dans la zone d'engagement. Ils peuvent être n'importe où sur l'aire de jeu, sauf dans le rond central de 4 mètres de diamètre. Ça, c'est une position qui est interdite pour les défenseurs. Ils ont le droit d'être autour, mais ils n'ont pas le droit d'être à l'intérieur de ce cercle. Où peuvent être les défenseurs après le coup de sifflet d'engagement et avant que l'engagement soit effectué. Donc l'arbitre a sifflé, mais le lanceur n'a pas encore effectué le jet. L'engagement n'est pas considéré comme effectué. Pour rappel, l'engagement effectué selon les deux solutions que je vous ai présentées précédemment. Donc on se demande où peuvent être les défenseurs une fois que l'arbitre a sifflé et avant que l'engagement soit effectué. Ben, toujours pareil, ils ont le droit d'être n'importe où sur l'aire de jeu, sauf dans la zone d'engagement. Concrètement, on peut avoir des joueurs qui sont autour du cercle de 4 mètres de diamètre. Ce n'est pas interdit. On a le droit d'être directement après la ligne qui délimite le cercle de 4 mètres de diamètre. Si vous trouvez que je passe un petit peu vite sur certaines diapos, on pourra y revenir dans vos questionnements. Et pour rappel, ce support sera aussi disponible sur le site de la Ligue à l'issue de cette visio. Donc, on est revenu sur le début de l'engagement, son fonctionnement. Et maintenant, on se demande quand est-ce que les joueurs adverses, finalement, ils peuvent aller dans la zone d'engagement. Quand peuvent-ils pénétrer dans la zone d'engagement? Donc, ils peuvent y aller selon à plusieurs moments. Lorsque l'engagement est considéré comme effectué, donc toujours pareil, les deux solutions possibles pour effectuer l'engagement. Donc, une fois qu'il est considéré comme effectué, n'importe qui peut aller dans la zone d'engagement. Il n'y a aucun souci. Toujours pareil, quand les joueurs adverses peuvent-ils pénétrer dans la zone d'engagement? Lorsque l'arbitre a donné un coup de sifflet pour permettre aux joueurs de jouer l'engagement, et donc que le ballon a quitté la main du lanceur et a franchi la ligne de la zone d'engagement. Ou alors, le ballon a quitté la main du lanceur, a été touché ou contrôlé par un coéquipier. Ce sont les deux seules solutions pour qu'un arbitre considère que l'engagement a été effectué. Et à partir du moment où l'engagement a été effectué, dans ce cas-là, les joueurs adverses peuvent pénétrer dans la zone d'engagement. Les joueurs adverses peuvent aller dans le rond central.
Je me permets une toute petite précision. Quand on parle de zone d'engagement, on ne parle pas uniquement de zone où on met le pied traverse la ligne. On considère la zone d'engagement comme un cylindre avec ouais, un espèce de mur. C'est en 3 dimensions. Vous imaginez un tube, un énorme tube de 4 mètres de diamètre posé sur le terrain. Donc, ce qui entraîne la réflexion de Pierre, elle est juste. On peut être à l'extérieur, on peut avoir les pieds à l'extérieur de la ligne qui délimite le cercle de 4 mètres de diamètre. Par contre, les bras ne peuvent pas être au-dessus de la zone d'engagement. C'est effectivement, comme disait Pierre, comme si on avait un cylindre de 4 mètres de diamètre, un tube de 4 mètres de diamètre au milieu du terrain. On ne peut pas passer à l'intérieur avec les bras. OK. Par contre, une fois que l'engagement est considéré comme effectué, il n'y a pas de souci, on peut aller dedans, on peut mettre les bras, il n'y a aucun souci. Donc là, sur le premier temps de cette présentation, on est allé sur la manière d'effectuer l'engagement et ce que peuvent faire ou ne peuvent pas faire, pardon, les attaquants et les défenseurs. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui peut poser problème, c'est-à-dire le repli défensif. Mon équipe vient de prendre un but, j'ai mon gardien qui relance le ballon en direction du milieu de terrain, en direction du rond central. Quand est-ce que, en tant qu'arbitre, je vais sanctionner un joueur? Quand est-ce qu'en tant que défenseur, je vais me faire sanctionner ou je ne vais pas me faire sanctionner? D'accord? Donc ici, cette présentation, elle s'adresse aussi bien aux personnes qui arbitrent qu'aux personnes qui entraînent, qu'aux personnes qui jouent. C'est tout autant intéressant pour tout le monde, tout aussi intéressant pour tout le monde. Donc il y a un principe général sur le repli défensif. Si le défenseur ne fait aucun acte actif pour éviter le contact, il sera sanctionné d'une exclusion de 2 minutes. Traduction, si le défenseur ne fait aucun effort pour éviter le contact avec le ballon, ici, il prendra forcément une exclusion de 2 minutes. Ça, c'est le principe général concernant le repli défensif. Okay. Je viens de marquer comment je fais pour retourner dans mon camp sans être sanctionné et sans gêner le jeu. Donc ici, on a 2 cas de figure que vous voyez affichés à l'écran par les 2 schémas. On a le cas de figure sur l'écran de gauche, sur votre gauche de l'écran, avec un tir au but sur les extérieurs, d'accord? Et un joueur qui va se replacer à l'opposé, donc qui traverse en diagonale le terrain. Ça, c'est un premier cas de figure sur lequel on reviendra. Un deuxième cas de figure, plutôt secteur central, où un joueur vient tirer au but, marque, d'accord? L'équipe adverse veut effectuer l'engagement. Et si le joueur replie de manière centrale, au milieu du terrain. Deuxième cas de figure. Donc, sur le cas de figure d'un repli central, comme sur le schéma qui est présenté sur la droite de l'écran, on a 3 possibilités qui sont résumées dans le tableau. Soit on a un défenseur qui est proche de la surface de but, donc ici un défenseur qui est proche de la zone, 6 mètres, 9 mètres, d'accord? Il défend activement, donc c'est-à-dire qu'on considère qu'il fait volontairement une action de jeu pour empêcher le gardien de but d'effectuer une relance vers le rond central. Dans ce cas-là, exclusion de 2 minutes. Par contre, si on considère que le joueur cherche à éviter le contact, donc cherche à éviter le contact, il va se baisser, il va plier les épaules, il va se renfermer sur lui, il va se décaler un petit peu, mais que malheureusement, on a quand même le ballon qui vient entrer en contact avec lui. Dans ce cas-là, on ne le sanctionne pas parce qu'on considère qu'il a fait l'effort quand même d'éviter le contact, mais malheureusement, ça l'a touché. D'accord? Mais on laisse quand même, surtout qu'on est proche de la surface de but, imaginons que le gardien soit très rapide pour faire sa relance, il faut qu'on soit cohérent pour laisser un minimum de temps au défenseur pour se replacer dans son terrain. D'accord? Donc, je le répète, on est proche de la surface de but, action de jeu pour contrer le ballon 2 minutes, cherche à éviter le contact, pas de sanction. On appliquera la même réflexion si on est proche de la zone d'engagement. Donc, proche de la zone d'engagement, c'est-à-dire proche du rond de 4 mètres. Si on est proche de la zone d'engagement et qu'il y a une défense active, donc par exemple un défenseur qui replie en levant les bras au ciel, d'accord, en essayant d'enlever de l'espace au-dessus de sa tête pour pas que le ballon passe, et que le ballon touche son bras, dans ce cas-là, exclusion de 2 minutes. Par contre, on a la même chose
si le joueur replie, mais qu'à ce moment-là, le ballon le touche, mais qu'il était quand même plutôt baissé sur ses appuis, qui rentre la tête, qui met les bras le long de son corps, etc., et que le ballon le touche quand même, dans ce cas-là, on ne le sanctionne pas. D'accord? Et la position du défenseur, la dernière qu'on peut avoir, c'est-à-dire un défenseur qui est dans la zone d'engagement. On a un défenseur qui gêne, d'accord, qui gêne l'exécution du jet. Il est dans le rond central, exclusion de 2 minutes. Par contre, on a un défenseur qui est dans le rond central. Ici, on part sur le principe de ne pas lui mettre de sanction s'il cherche à éviter le contact et surtout s'il ne gêne pas sur une trajectoire de passe. Parce que évidemment, on peut avoir un défenseur qui malheureusement est dans le rond central, a un appui dans le rond central, mais qui ne se retrouve sur aucune trajectoire de passe entre le porteur de balle et les coéquipiers du porteur de balle. Alors dans ce cas-là, on considère qu'il ne gêne pas l'exécution de l'engagement. D'accord? Donc voici la synthèse en fonction du cas présenté, c'est-à-dire un repli secteur central. Désormais, on est sur l'autre schéma, un repli en diagonale, d'accord? Où ici, vous voyez, proche de la surface de but, proche de la zone d'engagement ou dans la zone d'engagement, si vous considérez qu'il y a une défense active, des mouvements qui sont faits pour vous exprès pour empêcher l'exécution future de l'engagement, alors dans ce cas-là, exclusion de 2 minutes. Par contre, si dans le repli du défenseur, vous détectez des éléments qui vous font dire qu'il cherche à éviter le contact, dans ce cas-là, vous ne devez pas sanctionner le défenseur. D'accord? Donc, dans la réflexion générale, toute personne qui défend activement, donc activement, ça va être qu'il ne fait pas l'effort de se baisser, qu'il lève les bras, qu'il regarde où est le ballon, etc. Dans ce cas-là, exclusion de 2 minutes. Par contre, toute personne qui renvoie des signaux d'évitement du ballon, donc se baisser, remettre ses bras le long du corps, proche de soi, baisser la tête, essayer de l'éviter en se décalant en même temps que je replie, tout ça, tous ces comportements ne doivent pas être sanctionnés. D'accord? Donc, on a vu les conditions d'exécution de l'engagement. On a vu les possibilités de sanctions ou non sur le repli défensif après avoir encaissé un but, ou après avoir marqué un but, plutôt dans ce sens-là. Désormais, on va avoir la question de l'engagement dans les 30 dernières secondes de la rencontre. Donc déjà, pour rappel et pour que arbitre ou entraîneur ou joueur, vous puissiez aller lire la règle des 30 dernières secondes, je vous l'ai remis dans le support de présentation, c'est la règle 8.10. Et vous avez toutes les informations qui concernent les 30 dernières secondes. Ici, lorsque vous êtes dans les 30 dernières secondes, une seule question à se poser. Est-ce que le joueur empêche l'exécution de l'engagement? Si vous considérez que le joueur empêche l'exécution de l'engagement, dans ce cas-là, vous devez le disqualifier, donc lui attribuer un carton rouge et accorder un jet de 7 mètres pour l'équipe qui devait effectuer l'engagement. Si vous considérez que sa position n'empêche pas l'exécution de l'engagement, alors on joue dans la continuité. D'accord? Donc ici, assez rationnel, assez binaire. Vous considérez que le joueur empêche l'exécution de l'engagement, rouge 7 mètres. Vous considérez qu'il ne gêne pas l'engagement, continuité du jeu. D'accord? On va désormais, là ça fait une vingtaine de minutes que je vous ai présenté un certain nombre d'informations. J'ai bien conscience que ça peut être dense. Si vous avez des questions, des éléments sur lesquels vous voulez qu'on vienne apporter des précisions, profitez-en, posez vos questions. Encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes. Vaut mieux qu'on se pose les questions et qu'on essaye de réfléchir ensemble aux réponses à apporter. Aujourd'hui, ce soir, tranquillement derrière notre ordi, plutôt que pendant la rencontre quand l'excitation domine un petit peu sur le contexte de la rencontre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à ouvrir vos micros. Pierre et Patrice peuvent aussi répondre à vos questions au besoin. Je, je vous laisse à vos questions. Oui, on revient sur la règle classique des saisons précédentes, de l'engagement des saisons précédentes. Donc, avec tout ce qui va avec.
Et toujours pareil, hein, il y aura tout autant de situations que de matchs, que d'arbitres, que de joueurs. Partez du principe que si le défenseur gêne, d'accord, la trajectoire par des mouvements, par sa position, etc., vous le sanctionnez. Si le défenseur fait l'effort de ne pas gêner, s'il fait l'effort de s'enlever de la trajectoire initiale sur laquelle il est, alors ici, continuité du jeu. Il y a deux possibilités pour qu'on considère que l'engagement il est effectué. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'engagement il est effectué, on revient sur du jeu classique, quoi. Tout est possible. Par contre, pour qu'on considère qu'il soit effectué, soit tu as ton porteur de balle qui est dans le rond central et tous ses coéquipiers sont à l'extérieur de ce rond central. Et à partir du moment où le ballon aura franchi le cylindre, il aura franchi la ligne qui délimite le cercle. Alors, dans ce cas-là, c'est la première solution pour considérer l'engagement comme effectué. Ou alors, la deuxième possibilité, je suis porteur de balle, j'ai un de mes coéquipiers qui est avec moi dans le rond central. Pour que moi, porteur de balle, je puisse sortir du rond central, il faut que mon coéquipier, il ait soit touché, soit contrôlé le ballon. Si je sors avant, alors dans ce cas-là, le ballon sera rendu à l'adversaire. Exactement. On peut faire 15 pas si on veut dans la zone d'engagement. C'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Simplement, il faut l'effectuer dans les 3 temps. À partir du moment où l'engagement est sifflé, il n'y a pas de dribble possible, pas de saut possible, et le lanceur ne doit pas sortir de la zone d'engagement. Sinon, il y a jet franc pour l'équipe adverse. Donc effectivement, Jérôme Shore, pas de dribble. Par contre, on peut marcher autant de pas qu'on veut à partir du moment où on exécute le jet dans les 3 secondes. Donc concrètement, on a une équipe qui est en attaque, qui a marqué un but, le gardien effectue sa relance, la relance a été effectuée, le porteur de balle est bien dans le rond central des 4 mètres, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le ballon est dans la zone d'engagement, plus le porteur de balle a au moins un appui dans la zone d'engagement. Par contre, l'arbitre a sifflé et ensuite, on a le lanceur, le porteur de balle, qui saute pour effectuer l'engagement. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le saut est interdit sur l'engagement. Donc, on vient redonner le ballon à l'adversaire. D'accord? Et donc, ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est comment on repart, sur quel jet on repart après une mauvaise exécution de l'engagement. On repartira toujours par un jet franc, d'accord, au centre du terrain vers la zone d'engagement. D'accord? Mais on repart toujours par un jet franc. Donc ça, c'était la première vidéo, que ça soit parlant pour vous, on la revoit au ralenti. L'équipe A qui marque, le gardien fait sa relance, le porteur de balle réceptionne, et ensuite, il saute pour marquer puisque la cage était vide, mais malheureusement, on n'a pas le droit de sauter. Allez, d'autres vidéos. Et donc là, j'alerte surtout nos collègues arbitres sur l'exécution de l'engagement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure pendant la présentation, le coup de sifflet de l'arbitre, c'est la traduction de « je suis arbitre, je considère que tout est respecté d'un point de vue réglementaire, alors, de par mon coup de sifflet, je vous autorise à jouer ». Donc, il faut être sûr que le porteur de balle maîtrise son ballon avant de donner le coup de sifflet. Ici, on voit bien que la balle, l'arbitre a déjà sifflé et que la balle, elle est en train de rebondir parce que malheureusement, ce jour-là, M. Karabatic, il avait des moufles. Donc, il n'a pas pu attraper le ballon. Mais l'arbitre avait déjà sifflé. Donc, bon, il a laissé faire. Mais dans ce cas-là, d'accord, pour pas que ça arrive, prenez le temps de siffler. Il faut qu'on soit sûr que le porteur de balle maîtrise le ballon avant de siffler. On a une autre vidéo aussi qui concerne l'exécution de l'engagement. D'accord? Donc ici, j'ai fait un arrêt sur image. Je vous traduis la situation si ce n'est pas très visible chez vous et en même temps, je vous mets le lien dans le chat. On a une équipe qui vient de prendre un but, d'accord? La gardienne fait sa relance, le porteuse de balle est
au centre du terrain, d'accord? Elle a un appui dans le rond central. Le ballon, on va dire qu'il est dans le rond central, effectivement, mais son autre appui est à l'extérieur, donc c'est-à-dire dans le camp adverse. Dans ce cas précis, dans cette situation, l'arbitre ne doit pas siffler pour autoriser l'équipe en attaque à jouer. Il doit faire repositionner tous les joueurs de l'équipe en attaque pour que chacune ait une position correcte, c'est-à-dire les coéquipiers dans leur demi-terrain ou dans le rond central et le porteur de balle dans le rond central et non pas dans le rond central et dans le camp adverse. Donc ici, je dois faire corriger l'engagement et ensuite donner un coup de sifflet pour autoriser l'équipe à jouer. Donc, veillez à bien différencier quand c'est sifflé et il y a une faute de la part de l'attaque. Et donc, on renverse, on rend la balle à l'équipe adverse. Et il y a un mauvais placement de l'équipe attaquante. Et là, je sifflote pour faire corriger le jet et mettre tout le monde au bon endroit, entre guillemets, avant de redonner un coup de sifflet d'exécution. Hop, on continue, nouvelle vidéo. Et donc là, ce qu'on disait tout à l'heure sur les possibilités d'exécution du jet, quand est-ce que l'engagement est considéré comme effectué? Donc, même si je vous le rabâche, je vous le redis quand même, deux possibilités. Je suis seul porteur de balle dans le rond central, mes coéquipiers sont à l'extérieur. Le jet est considéré comme effectué si le ballon a franchi la ligne qui délimite la zone d'engagement. Première solution. Deuxième solution, je suis porteur de balle, je suis dans la zone d'engagement, un de mes coéquipiers est également dans la zone d'engagement. À partir du moment où mon coéquipier a touché le ballon ou alors a contrôlé le ballon, l'engagement est considéré comme effectué, donc le porteur de balle peut sortir de cette zone. Ici, sur la vidéo, l'équipe rouge marque un but. D'accord. La gardienne fait sa relance. La joueuse en jaune qui est dans le rond central, à ce moment-là, il n'y a pas de faute, d'accord? On voit bien que ses coéquipières sont dans leur camp. L'arbitre a donné le coup de sifflet. La porteur de balle a lâché son ballon. Pour l'instant, il n'y a pas de faute. Par contre, au moment où le porteur de balle est sorti du rond central, on voit que le ballon, il est encore en l'air et il n'a ni été touché par sa coéquipière, ni été contrôlé par sa coéquipière. Donc ici, on est dans le cas où on doit renverser l'engagement, c'est-à-dire accorder un jet franc à l'équipe rouge au centre du terrain. D'accord? Donc, je fais que répéter ce que vient de nous préciser Pierre. Vous devez différencier la mauvaise position des attaquants, le fait que le porteur de balle n'ait pas correctement le ballon dans la main, etc. Et dans ces situations, vous faites replacer et ensuite on exécute correctement l'engagement par rapport à la situation que je viens de vous présenter en vidéo, où dans un premier temps, tout le monde est correctement positionné, que ce soit le lanceur ou ses coéquipiers. Donc l'arbitre, il a donné le coup de sifflet, très bien. Par contre, après le coup de sifflet, il y a une mauvaise position de la part du porteur de balle qui est sorti du cercle avant que son coéquipier la touche ou la contrôle. Et dans ce cas-là, on donnera un jet franc pour l'adversaire. Donc, un jet franc, ça veut dire que mes coéquipiers peuvent être dans le terrain adverse, mes attaquants. Alors, explique-moi avec un peu plus de détails, s'il te plaît. Dans le cas d'un engagement qui est mal exécuté, je redonne la balle aux adversaires. Donc, je redonne la Oui, balle dans la forme d'un jet franc. oui, C'est-à-dire que les attaquants peuvent être dans le camp adverse. c'est ça. C'est un jet Ouais, franc un jet comme franc. ce qu'il y a de Ok. plus Ouais, basique. ils ne reviennent pas dans mon camp. Ok, d'accord. C'est ça. Maintenant, je vais vous passer deux, trois vidéos sur le repli défensif, ce qu'on a abordé plutôt sur la deuxième partie de la présentation. D'accord? Donc, l'équipe noire qui marque un but. Et là, on voit le gardien qui fait sa relance. Et on a un joueur qui passe, donc sur le schéma que je vous ai présenté, qui passe en diagonale. D'accord? Et le ballon le touche. OK? Ici, on considère que le joueur ne fait pas d'acte pour toucher le ballon. Il fait plutôt
ce que je vous disais tout à l'heure, il se penche, il se protège la tête, il fait en sorte de ne pas toucher le ballon. Malheureusement, le ballon le touche. Ici, on ne doit pas accorder de sanction. D'accord? Donc, on exécute l'engagement normalement. Allez, pour les 2 dernières vidéos qui restent, on va voir si vous avez suivi. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Euh, Allez, qui c'est? Cyril Pion. Si Cyril est avec nous. Tu as pu voir la vidéo? Je vois la vidéo, mais le ballon, je ne le vois pas. Donc, Ah, c'est vrai que c'est un peu plus embêtant le handball. Donc, je remets la vidéo. But de l'équipe grise. Je fais la relance. Le joueur passe au milieu. Qu'est-ce que vous auriez décidé? Il Parce qu'on a retarde raison. l'engagement en passant devant. Il ne cherche pas à l'éviter. Donc, exclusion 2 minutes. D'accord? Donc, on voit bien la différence avec la vidéo précédente où le joueur se baisse, essaye de rentrer la tête. Et là, un joueur où son seul objectif, c'est d'aller se replier. Il ne cherche pas à se dire, je vais passer dans le couloir central et peut-être qu'il y a le ballon qui va me toucher. Donc, on fait la distinction entre un joueur qui fait l'effort et un joueur qui ne fait pas l'effort. OK? Vous aurez également des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles aussi sur les Geniali qui sont construits par la fédération, disponibles sur le site de la fédération et sur le site de la Ligue. On va enchaîner à les tirs dans la tête du gardien de but. Donc, on va revenir sur les tirs dans la tête pendant le jeu, d'accord, sur une action de jeu classique, et sur les jets de 7 mètres. Et on terminera cette présentation par une intervention de Patrice qui viendra nous préciser quelques éléments sur le port des lunettes, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Donc, tout d'abord, pour faire simple, et parce que les arbitres ont quand même quelque chose qui nous guide quand on est sur le terrain le week-end, c'est-à-dire le livret de l'arbitrage, le règlement en quelque sorte. Donc, n'importe qui joue à un jeu, lit le règlement avant de jouer, évidemment. Donc ici, je vous ai fait une capture d'écran du règlement en ce qui concerne les tirs dans la tête d'un gardien de but sur le jeu classique, quoi, sur un tir à 6 mètres, sur une défense classique, pas sur un jet de 7 mètres. OK? Donc, je vous laisse la lire et je la commente en même temps. Donc, plusieurs points. On voit qu'il y a ici plusieurs critères pour savoir si je dois accorder une sanction ou si je ne dois pas accorder de sanction. Ce qu'on nous dit, le premier tiré, la règle s'applique uniquement lorsque le tireur n'est pas entravé par les défenseurs de l'équipe adverse, c'est-à-dire qu'aucun défenseur ne se trouve entre le tireur et le gardien de but. D'accord? Donc, le premier critère, lors du tir, s'il y a un tir dans la tête du gardien, je dois me demander, est-ce qu'au moment du tir, il y avait un défenseur entre le tireur et le gardien de but? J'ai un tir à 9 mètres, d'accord, très puissant, qui finit dans la tête du gardien de but. Si j'avais encore des joueurs à 6 mètres, alors déjà, on peut oublier la sanction, puisque selon le premier critère, il y avait un défenseur entre le tireur et le gardien de but. Le deuxième critère, qui est important surtout pour les arbitres dans les indicateurs à regarder, c'est la tête. La tête doit être le premier point de contact avec le ballon. Si ça touche le poteau, la tête, ça compte pas. Le bras, la tête, ça compte pas. Le torse, la tête, ça compte pas. Premier point de contact, la tête. D'accord? Ensuite, on a le troisième critère. La règle ne s'applique pas si le gardien de but bouge la tête en direction du ballon. Donc là, je pense que Patrice refera un petit laïus dessus, mais on ne cherche pas à être pointilleux, d'accord? Surtout au niveau territorial, à être pointilleux sur savoir est-ce que le gardien de but fait exprès d'aller chercher le ballon ou pas. On a un devoir de protection, on doit protéger les joueurs, on doit protéger le jeu. Si on considère que le gardien, il l'a pris pleine face, que ça le couche, sauf si tout le monde est d'accord avec l'arbitre sur le fait que le gardien fait exprès de mettre sa tête pour prendre le ballon, qui, soit dit en passant, est quand même très rare, mais ça peut exister, je l'admets. Dans ce cas-là, on cherche à le protéger, donc on sanctionne l'attaquant. Sauf si on est sûr à 200% et que tout le monde l'a vu comme l'arbitre.
D'accord? Sinon, on protège. D'accord? Non, ne vous embêtez pas, hein. Faire dans la tête, point de contact, c'est 2 minutes. Si vraiment, à un moment donné, j'ai arrêté sur un jet de 7 mètres, il y a un espèce de petit ballon à effet, et c'est le gardien, clairement, qui va mettre un coup de boule dans le ballon, ok. Sinon, même si le gardien il bouge, peu importe, c'est le tireur qui est fautif. Même si le gardien il fait une parade glissée et qu'il descend complètement sa tête, c'est pas un problème. Il y a juste, ouais, il y a Vincent Gérard qui est capable de le faire et d'autres gardiens à nos niveaux territoriaux qui vont vraiment mettre un coup de tête dans la balle. Ok, là, il n'y aura pas de 2 minutes. Mais sinon, Mais 4 minutes. ça reste rare. Ça reste rare. Les gardiens kamikazes au handball, on n'en a pas beaucoup non plus. Et le dernier point, d'accord, qui, là encore une fois, l'arbitre doit être sûr de lui à ce moment-là. Si le gardien tente d'induire les arbitres en erreur afin de provoquer une sanction donc, contre l'attaquant, c'est le gardien de but qu'on viendra sanctionner. Donc concrètement, vous avez un tir qui répond aux critères présentés précédemment. Ça touche le torse. Malheureusement, bon, bah, vous ne l'avez pas vu, vous n'êtes pas trop sûr. D'accord? Bah, dans ce cas-là, déjà, on arrête le temps. On va faire un petit point sur ce qu'on fait à ce moment-là. On arrête le temps, on va voir le gardien de but. Si déjà vous avez un doute sur le point d'impact, vous allez le voir, il a le nez en sang, vous ne posez pas la question et il l'a pris dans la tête. Par contre, vous n'êtes pas trop sûr dès le départ, vous vous dites, ah, je pense que ça a touché le buste ou alors ça a touché le bras et ensuite la tête, mais je ne suis pas sûr, j'arrête le temps, je vais voir le gardien. Si vous voyez que le gardien, il n'y a pas de marque sur le visage, il n'est pas rouge, vous ne le sentez pas, vous pouvez considérer que le gardien a essayé de vous induire en erreur. Par contre, et là c'est pour ceux qui arbitrent le week-end sur le terrain, il faut être sûr de vous sur cette sanction. Si je doute, alors dans ce cas-là, je reste dans l'idée de protection des joueurs. Si vraiment je suis sûr que le gardien il essaye de me la mettre à l'envers, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, je le sanctionne. Mais encore une fois, il faut être sûr de soi, d'accord? Sûr de la lecture. Donc, on a le tir dans la tête du gardien de but pendant le jeu, dans le jeu, avec ces critères-là. Et on a également le tir du gardien de but sur le jet de 7 mètres ou lors d'un jet franc. D'accord? Toujours pareil, je suis reparti du règlement pour qu'on ait tous la même grille de lecture. Ce que nous dit le règlement, sur un jet de 7 mètres, si le tireur touche la tête du gardien de but alors qu'il ne la déplace pas en direction du ballon. Et on pense toujours à la petite réflexion que vient de faire Pierre. On n'est pas là pour savoir s'il a bougé d'un demi-centimètre, un demi-millimètre, etc. Le temps qu'on n'est pas sûr à 3000% qu'il le fait exprès, on considère qu'il ne la déplace pas volontairement en direction du ballon. Alors, dans ce cas-là, on viendra disqualifier le tireur. D'accord? La même chose sur un jet franc. Si lors d'un jet franc, le tireur touche le défenseur à la tête alors qu'il ne la déplace pas en direction du ballon, on viendra disqualifier le tireur. D'accord? On a le petit commentaire en dessous qui nous précise, dans le cas d'un jet de 7 mètres ou d'un jet franc, le tireur porte l'entière responsabilité de la mise en danger du gardien de but ou du défenseur. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est notamment sur les jets francs directs, à la fin d'une rencontre ou à la fin d'une période, vous positionnez l'attaquant, vous positionnez le tireur, les défenseurs, il n'y a pas de souci. Vous pouvez à ce moment-là repréciser au tireur que s'il vient toucher la tête d'un des défenseurs, dans ce cas-là, on aura un carton rouge contre lui. D'accord? Donc ici, deux solutions sur les tirs dans la tête du gardien de but. Soit c'est dans le jeu et donc, la seule sanction possible, c'est une exclusion de 2 minutes. Ou alors un tir dans la tête du gardien de but sur jet de 7 mètres ou sur jet franc. Et dans ce cas-là, la seule sanction possible, c'est disqualification carton rouge. D'accord? On ne peut pas avoir une sanction de carton rouge, de disqualification, sur un tir dans la tête du gardien dans le jeu. Comme on ne peut pas avoir un 2 minutes sur un tir dans la tête du gardien sur un jet de 7 mètres. D'accord? Il faut bien faire la différence. Dans le jeu, ce que je peux faire, c'est sanctionner d'un 2 minutes. Ce que je peux faire, c'est être sanctionné d'un 2 minutes. Sur jet de 7 mètres, soit rien, soit rouge, mais pas de 2 minutes. D'accord? Savez-vous par quel jet on reprend après un ballon dans la tête et où on a sanctionné le tireur? On sanctionne
un 2 minutes quand c'est dans le jeu, d'un carton rouge quand c'est un jet arrêté. Et on repart forcément par un jet franc, jamais par un renvoi. C'est une faute technique. Repartir par une faute d'attaquant, en fait. Parce que tirer dans la tête, c'est une faute d'attaque. Donc, je vais vous présenter 4 vidéos pour illustrer ce que je viens de vous présenter. Ensuite, on prendra un temps pour vos questions et aussi pour que Patrice nous apporte le point de vue réglementaire sur le port des lunettes au handball et que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. Le joueur vert récupère le ballon. Il n'y a pas de faute. D'accord? Ici, à ce moment-là, il n'y a pas de faute. On reprend les critères de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un défenseur entre l'attaquant et le gardien de but? Il n'y a pas de défenseur. Donc, pour l'instant, ce qui peut se passer, c'est soit tout va bien, soit on aura une sanction d'exclusion de 2 minutes. Continue. Il tire. Premier point de contact du ballon sur le gardien de but, la tête. D'accord? Ce qui nous fait dire ça, en plus, c'est que le ballon change de direction. On a les critères réunis. D'accord? Ici, sanction, exclusion de 2 minutes contre l'attaquant pour tir dans le visage du gardien de but. OK? Donc, vous avez un petit ralenti qui est proposé, que ça soit plus clair. Il court, il n'y a pas de faute, tire, balle dans la tête du gardien de but. 2 minutes pour l'attaquant. On enchaîne pareil avec une seconde vidéo. Donc là, il y a déjà eu un tir, mais qui ne nous intéresse pas. La joueuse noire récupère le ballon. Elle est seule à 6 mètres. Donc, même si on a un défenseur jaune, il est où? Sur le côté. Il n'y a personne entre le gardien de but et la tireuse. Elle vient tirer pleine tête du gardien de but. Comme le disait Patrice, même si elle lui a cassé le nez, techniquement, réglementairement, la seule sanction possible, c'est une exclusion de 2 minutes. On ne peut pas avoir d'autres sanctions. D'accord? Donc là, effectivement, elle est un peu plus rouge au niveau du nez. Donc, il y a peu de doute à avoir sur le fait qu'elle l'a pris dans le visage. On vient désormais 2 vidéos sur les jets de 7 mètres pour illustrer ce que je vous ai présenté. Voilà. C'est le cas typique de ce qui peut se produire sur un jet de 7 mètres. On a une gardienne, son job, c'est de faire les arrêts. Donc, évidemment, elle va bouger dans la cage. Évidemment, sa tête va bouger. Par contre, est-ce que elle fait exprès de mettre sa tête sur le tir? À 99,9%, non. D'accord? Donc, on cherche à la protéger. On a la tireuse qui, comme nous l'indique le règlement, porte l'entière responsabilité de son tir. Donc, au coup de sifflet de l'arbitre, elle tire dans la tête du gardien de but. Alors, dans ce cas-là, on arrête le temps. Vous voyez ce que font les deux arbitres? Tout de suite, notre objectif, notre rôle en tant qu'arbitre, notre mission, c'est de protéger les joueurs, les joueuses. On autorise 2 personnes à rentrer sur l'aire de jeu pour regarder l'état de santé de la gardienne. Et ensuite, la sanction est disqualification de la joueuse qui a tiré le jet de 7 mètres. Je me permets un petit aparté sur le gardien de but ou sur un tir dans la tête de manière générale. Au niveau territorial, vous devez utiliser le carton blanc. D'accord? Pour un choc au niveau du visage, au niveau de la tête, vous devez utiliser le carton blanc. On pourra y revenir juste après pour ceux qui ont des questions sur son utilisation, sur le protocole à mettre en place. Dernière vidéo que je voulais vous présenter, un autre cas de jet de 7 mètres, d'accord? Donc ici, vous voyez, je l'ai choisi pour illustrer la notion de est-ce que le gardien de but déplace sa tête ou pas. Pierre pourra nous apporter sa vision des choses, mais le gardien de but, il a quand même un job, c'est d'arrêter les ballons. Donc pour arrêter les ballons dans une cage, le mieux, c'est de bouger quand même. Si on est fixe, c'est quand même plus facile pour l'attaquant. Jusqu'ici, rien de nouveau. Par contre, elle ne fait pas exprès dans sa parade de mettre sa tête sur la trajectoire du ballon. Donc nous, en tant qu'arbitre, et même pour les entraîneurs, même le message qu'on envoie aux joueurs, aux joueuses, on est là pour les protéger. D'accord? Donc, la sanction qu'on doit adopter, disqualification contre le tireur de jet de 7 mètres. D'accord? Et toujours pareil, utilisation du carton blanc, puisqu'il y a eu un coup au visage. Et on repart par un jet franc.
Exactement. Juste un petit conseil sur les jets de 7 mètres. Avant, on disait bien à l'arbitre de champ d'être côté bras et d'être proche de la ligne de touche. Là, maintenant, avec ces nouvelles règles et notamment vraiment quand on se centre sur le tir dans la tête, nous, ce qu'on vous propose et ce qu'on vous préconise, c'est de se recentrer un petit peu plus afin d'avoir un angle de vue un peu plus important pour, et restreindre un petit peu pour voir un petit peu, être plus en face du but, on va dire, et voir si le ballon touche clairement la tête ou pas. Puisque si on se met dans la position là où il y avait les deux arbitres sur les deux situations, ils sont très 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 extérieurs et parfois c'est plus compliqué en tout cas d'observer si le ballon a touché directement la tête ou s'il a touché l'épaule. Donc ce qu'on vous conseille, c'est vous de recentrer un petit peu plus dans cette situation particulière du jet de 7 mètres. Je vais essayer de vous trouver une petite vidéo en attendant que Patrice vous refasse un petit mot sur les lunettes et sur l'utilisation du carton blanc. Donc la consigne qui a été passée aux arbitres, c'est dès qu'il y a un coup, un choc à la tête, c'est d'enclencher la logique du protocole commotion. Donc la consigne qui est passée aussi, c'est que c'est une information qui doit aller non pas nécessairement pour le joueur, la joueuse qui a pris un coup dans le visage et qui a pris forcément toutes les idées claires, mais consigne pour la table de marque afin que le protocole commotion soit consigné sur la feuille de match électronique et pour l'officiel responsable, pour qu'il soit au courant que sa joueuse ou son joueur est sous le coup de ce protocole commotion. Avant, l'an dernier, quand il y avait ce type de situation, on demandait à l'officiel s'il autorisait sa joueuse ou son joueur à reprendre le match. Donc là, on observait quasiment systématiquement une réponse affirmative, même s'il n'y avait pas eu d'information prise par l'officiel sur l'état de santé de sa joueuse ou de son joueur. Dorénavant, cette année, il y a un changement, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. On ne demande plus, l'arbitre ne demande plus si le joueur ou la joueuse reprend. C'est une information qui va remonter en fin de match à la clôture de la feuille de match électronique. C'est-à-dire que le questionnement arrivera en demandant est-ce que la joueuse numéro tant, est-ce que le joueur numéro tant ont repris le jeu. D'accord? Il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas arbitres, que c'est un message informatif, ce carton blanc. L'arbitre ne porte pas la responsabilité de la commotion cérébrale. Il porte un message d'information. Si le carton blanc n'a pas été donné, ce qui peut être le cas, le rôle de l'officiel, c'est de faire consigner sur la feuille de match électronique à la clôture de la feuille le fait qu'il y ait une blessure potentielle avec un choc au visage. D'accord? Donc ça, c'est sur la logique du carton blanc. Pareil, j'en profite, parce qu'on a eu ces situations-là. Sur joueurs blessés sur nos niveaux amateurs, il n'y a pas de sortie pour 3 attaques. Alors ça, c'est en cas de délégué technique présent sur la rencontre, donc uniquement sur les milieux professionnels. J'en viens sur le protocole commotion à évoquer les lunettes. On est confronté depuis le début de saison, quelques-uns d'entre nous, à l'application de la règle 4.9 du code d'arbitrage. Donc, ça dit qu'il est interdit de porter tout objet qui présente un danger potentiel pour les joueurs, donc pour le joueur en tant que tel, mais pour ses adversaires. Au nombre de ces objets, donc figure protection à la tête, masque pour le visage, etc., etc. Et vous voyez apparaître ici lunettes sans élastique de maintien ou à monture solide, ainsi que tout autre objet potentiellement dangereux. Donc, ce week-end, on était en séminaire, Commission nationale d'arbitrage, commission territoriale. Frédéric Parent a posé la question auprès de l'instance. Tout le monde a été d'accord pour dire que une joueuse ou un joueur qui porte des lunettes à monture solide ne doit pas porter cet équipement lors d'un match. Tout simplement parce que c'est une mise en danger potentielle pour lui, ou pour elle, et pour ses adversaires. Donc là, actuellement, les retours qu'on a, c'est très fréquemment, ah bah c'est la première fois qu'un arbitre nous le dit, on en convient parfaitement. J'ai discuté avec Nicolas Clerc, le manager général de la Ligue, tout à l'heure au téléphone par rapport à cette problématique.
Le message qui va être diffusé auprès des populations d'arbitres du territoire, ça va être au maximum d'informer et dans la mesure du possible, de faire enlever les lunettes aux joueuses ou aux joueurs qui seront en capacité de jouer sans. Et on va laisser un délai pour qu'il y ait une mise en conformité pour les équipes par rapport à tout ça. Il faut bien que tout le monde ait en tête certaines choses, hein. Moi, le week-end dernier, oui, c'est ça, le week-end dernier, je suis tombé sur un masque de jeunes avec une gardienne de but qui portait des lunettes à monture solide. Donc, je lui ai fait enlever. Et du coup, en fait, il y a eu tout un questionnement, ou un air interrogateur de sa part. Euh, Moi, je ne prends pas la responsabilité de voir cette jeune fille prendre un ballon en pleine figure, d'avoir le verre qui casse et qui finit dans son œil. La logique, elle est là. Alors, pour le moment, on a certains officiels qui nous disent oui, mais, etc., etc. Ou non, mais, ou c'est la première fois qu'on nous le dit, ou comment est-ce qu'elle va faire pour, etc., ou comment est-ce qu'il va faire pour. Très clairement, la position de la commission d'arbitrage par rapport à ça, ça va être de dire qu'on préfère qu'un joueur ne joue pas, qu'une joueuse ne joue pas parce qu'elle voit pas, plutôt qu'elle finisse avec une monture dans son œil. Hein, alors, très clairement, également, et pour que ce soit bien clair par rapport à ça, on avait questionné les services de la fédération l'an dernier par rapport à ça. En termes d'assurance, donc ce n'est pas l'arbitre qui va porter la responsabilité de ça. La responsabilité de cet équipement indu, c'est l'officiel d'équipe, qui est garant de la conformité des équipements de ses joueurs. D'accord? Alors, j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment un point très très important. On va communiquer très clairement là-dessus. Il y a un bureau directeur ligue la semaine prochaine sur lequel on va évoquer la problématique aussi. Euh, Tout le monde va dire oui, mais ça arrivera jamais. Le principe de précaution fait que on va partir de l'idée que peut-être que ça arrivera une fois sur 2 millions. Et ben, j'ai pas envie que une fois sur 2 millions, moi en tant que responsable de la CTA Bourgogne-Franche-Comté, ce soit sur notre territoire et qu'on soit ensuite embêté. Et en tant que président de club également, ben, j'ai pas envie de porter la responsabilité qu'un parent vienne me voir derrière en me disant, eh ben, pourquoi est-ce que vous avez autorisé notre fille ou notre fils à jouer avec des lunettes alors que vous saviez que c'était interdit et du coup maintenant il a un œil en moins. Donc on va faire en sorte de communiquer, comme je le disais, de façon très précise dessus, avec clarté, pas fixer une interdiction absolue tout de suite, mais cette interdiction absolue, alors on va faire en sorte qu'elle puisse se mettre en place et que tout le monde puisse rentrer dans les clous par rapport à ça. Alors, on a bien conscience que des jeunes qui voient pas clair ou des adultes qui voient pas bien clair, il va falloir qu'ils s'équipent de lunettes à monture souple, attachées, que ça peut représenter un coût, mais sans doute que ce coût d'un achat de lunettes de ce type vaut mieux que le coût de la perte d'un œil potentiellement. Pour te répondre, hein, l'idée, c'est pas du tout de mettre des gens dans des cases, déjà, premièrement. Et deuxièmement, les arbitres, on a des outils. Si on est sûr, on a des outils, le règlement nous le permet, on peut le sanctionner. Par contre, si on commence à dire tel gardien a fait du cinéma, on le sait, etc., on ne pourra pas comprendre qu'il n'y ait pas de sanction à son encontre. D'accord? Donc, je suis assez clair là-dessus. Soit vous considérez qu'il y a du cinéma de sa part et vous le sanctionnez, il n'y a pas de souci. Ou alors, vous ne le sanctionnez pas, mais par contre, derrière, il n'y a pas de remontée d'informations comme quoi il fait du chiquet. On a des outils, d'accord? On doit s'en servir. Mais par contre, on ne doit pas commencer à dire tel gardien de telle équipe, on sait qu'il fait du chiquet, on sait qu'il fait du cinéma. Si derrière, il ne prend jamais de sanction, bon, bah, c'est que tout doit très bien se passer pour ce gardien. Parce que s'il faisait vraiment du chiquet, bah, vu qu'on est tous arbitres et qu'on connaît le règlement, bon, bah, on l'aurait déjà sanctionné. Eh bien, c'est un comportement antisportif. Donc, dans un premier temps, il faut prévenir. C'est bien de le faire comme tu le fais, en cherchant à prévenir le joueur en disant c'est sifflé, stop. Et si ça se reproduit, sanction progressive. Donc, en début de match, on peut aller carton jaune, puis exclusion. Contre, au maximum, à mon sens, il faut être pédagogique et chercher à être plutôt dans la communication verbale et dans la prévention. Seulement sur le secteur professionnel.
Sur le niveau amateur, en fait, ça va engager l'émission par gestant d'une correspondance mail automatique qui dira en gros que il faut être attentif à certains symptômes et signes liés à une éventuelle commotion cérébrale, et qu'à ce titre-là, en fait, si des signes apparaissent, il faut consulter un médecin. Par contre, il n'y a pas de licence bloquée. Sur le secteur pro, s'il y a un protocole commotion qui est engagé, il y a forcément une licence qui est bloquée et qui ne se débloque qu'avec la présentation d'une autorisation de reprise médicale du jeu. Mais c'est pas sur le niveau. Donc, il n'y a aucune forme d'obligation à avoir un certificat médical après. Alors, pour tout le monde, s'il y a une situation, une faute qui mérite un 7 mètres et 2 minutes, par exemple, et qui attire dans la tête, on accorde le 7 mètres et 2 minutes et il ne peut pas y avoir de sanction au tireur. C'est impossible. Donc, deux situations différentes. Soit, effectivement, il y a un joueur entre le tireur et le gardien de but, et là, c'est impossible qu'il y ait une sanction, même si le ballon touche la tête du gardien de but. Et si le tireur est victime d'une faute, d'une irrégularité suite à laquelle il y a un coup de sifflet, il ne peut pas y avoir de 2 minutes. Si on rend la balle à l'attaquant parce qu'on estime qu'il y a une irrégularité sur lui, on ne peut pas lui dire il y a une faute sur toi, mais tu as tiré dans la ligne derrière. Non. Je remercie toutes les personnes qui se sont connectées pour que vous soyez arbitre, joueur, entraîneur, dirigeant, parent, etc., pour faire en sorte que la règle, ou en tout cas les règles, soient le plus possible comprises et acceptées par tout le monde. Merci pour vous. Au besoin, la CTA refera des webinaires d'information au cours de la saison si des problématiques ressortent. D'accord? L'équipe de la CTA est quand même assez alerte sur tout ce qui se passe au niveau du territoire, sur toutes les rencontres, que ce soit de la première div jusqu'au plus haut niveau territorial. Donc, on arrive un petit peu à avoir une photographie d'ensemble sur ce qui peut poser des questions et ce qui fonctionne très bien. Donc, au besoin, on refera des visios, comme ça, 1 heure et demie maximum. N'hésitez pas aussi, encore une fois, si vous avez des questions, à nous les poser par mail. Et je le rappelle, mettez tous les membres de la CTA en copie pour que vous puissiez avoir une réponse rapidement. Parce que, comme vous le savez, que ce soit Pierre ou moi, c'est notre travail. Il n'y a aucun souci. On est là pour ça, même si on a d'autres missions au cours de la semaine et au cours de la saison. Par contre, Patrice et tous les autres membres de la CTA, ce sont des bénévoles. Donc, ils ont un métier à côté. Donc, il se peut que la réponse, elle mette quelques jours, voire plusieurs semaines à arriver. Donc, plus vous mettrez de monde en copie, plus vous avez de la chance d'avoir une réponse rapidement. Et merci Pierre et Patrice d'avoir été avec nous ce soir. Merci Pierre pour les réponses. Patrice, les lunettes, c'est très clair pour tout le monde.